Chaque soir, dans Smart Bourse, 3 experts sont là pour nous éclairer sur ce qui se passe sur la planète finance. On est ravis d'accueillir Bastien Druck. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Vous êtes responsable des études et de la stratégie de CPR-AM. Bienvenue à vous. Oui. À vos côtés, Adrien Dumas. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion. Bienvenue. Et enfin, Axel Bod. Bonsoir Axel. Bonsoir. Vous êtes directeur de la stratégie marché chez Ostrom AM. Tiens, on en profite. On dit tout de suite, Bastien, que vous avez commis un nouveau petit bouquin qui s'appelle Les tendances en 50 graphiques. Pourquoi ce choix d'avoir privilégié le graphique, voilà, c'est de l'illustration? Parce que le monde d'aujourd'hui est quand même assez complexe. Il y a pas mal de méga tendances qui sont très différentes entre elles, qui sont très différentes entre elles. Et je pense qu'il faut faire un effort de pédagogie sur toutes ces grandes tendances qui affectent chacun de nous, les citoyens, les investisseurs, les décideurs politiques. Et je pense que parfois des bons graphiques bien choisis peuvent permettre d'éclairer finalement sur des grandes tendances économiques comme la démographie, la transition énergétique, les impacts de l'intelligence artificielle sur la société, sur le marché du travail, etc. etc. Ouais, un croquis vaut un grand discours, disait Napoléon. Bon, c'est attribué à Napoléon. Ce qui est intéressant, c'est que sur la couverture, on voit, alors je ne sais pas si on le voit très bien, voilà, un graphe qui descend et qui remonte subitement. Et ça, vous l'avez reconnu, c'est les tarifs. C'est les droits de douane américains. Les droits de douane moyens appliqués aux États-Unis depuis le début du XXe siècle. Et puis, quand ça remonte, c'est l'effet Trump avec la nouvelle guerre commerciale depuis cette année. Ouais, le jump, là, 15%, on va y revenir ensemble. Messieurs, justement, je vous propose de démarrer avec les États-Unis. Demain, on l'a dit, on attend ce chiffre, les non-farm payroll, donc l'emploi hors agricole. C'est 80% environ du PIB et c'est une mesure très importante, Adrien, parce que voilà, il y a des effets. On se dit, si l'économie est en train de ralentir à travers l'emploi, ça veut dire peut-être que la Fed va s'empresser d'appuyer sur le bouton de la baisse des taux. Oui, c'est la grande question du moment, c'est est-ce que le marché de l'emploi continue un petit peu à se détériorer et quelle réaction aura la Banque centrale. Alors, je crois qu'il n'y a pas de grand débat sur ce que va faire la Réserve fédérale dans une semaine. Rappelez-vous aussi que sur les chiffres de l'emploi, Donald Trump avait mis beaucoup de pression à l'organisme qui collecte les informations, puisqu'il a décidé de changer une partie des équipes qui sont censées collecter ces informations pour s'assurer, j'allais dire que les chiffres vont un peu dans le sens de la rhétorique et de l'histoire qu'il veut raconter, qui est il faut absolument que les taux baissent aux États-Unis. Oui. Tout ça, mais dans le contexte de la question de l'indépendance de la Fed, qui devient un de ces sujets un peu ardents de l'été, avec la pression qui est mise sur Lisa Cook pour quitter la Fed. En tout cas, Donald Trump essaie de tout faire pour la faire sortir, afin de prendre une emprise plus marquée sur la Réserve fédérale et dans la perspective d'un renouvellement du chairman, puisqu'on attend une nomination ou un nom d'ici l'automne, je crois que c'est ce qui a été annoncé en fin d'été, et qui doit permettre, en tout cas c'est comme ça que Donald Trump l'envisage, de prendre un peu plus de pouvoir sur cet organisme qui jusque-là est principalement resté indépendant, qui pose beaucoup de questions sur la trajectoire des taux et est-ce que les quasiment 6 baisses de taux qui sont attendues d'ici fin 2026 par le marché sont pilotées par une nouvelle l'administration politique, c'est-à-dire une vraie perte d'indépendance, ou est-ce que c'est les statistiques économiques et la dégradation de la situation économique aux États-Unis qui nous emmènera dans ce scénario? Donc c'est, oui, je pense, un des éléments qui viendra confirmer ou infirmer le scénario dans lequel le marché... D'autant, Axel Bott, qu'on rappelle, le mandat de la Fed, il est double, c'est, contrairement à la BCE, c'est l'emploi et l'inflation, mais l'emploi est une composante très importante. Oui, c'est normalement équilibré entre les deux, et il y a même historiquement un troisième objectif qui était la modération des taux longs, qui est un peu tombé en désuétude avec la désinflation depuis les années 80 et toute la modération qui a suivi les politiques de Volcker, et qui pourrait être peut-être remise au goût du jour si on voit la poursuite des tensions qu'on a sur les taux longs. Mais c'est vrai que l'emploi va jouer un rôle central. Il y a une inflexion dans le discours de Powell à Jackson Hole qui reprend un petit peu l'argument de Christopher Waller de dire que les tarifs sont un épiphénomène singulier et qui ne va pas engendrer de l'inflation puisque ça détruit de la demande, puisque ça a un impact sur le marché du travail, etc. Ce qui est plus ou moins vrai d'ailleurs, puisque la politique tarifaire de Trump, elle a été multiple et imprévisible, et on peut y revenir. Et effectivement, là, on peut aussi prendre l'argument qui était celui du président de la Fed d'Atlanta, qui est de dire, en fait, on ne sait pas où on en est, et cette incertitude qui perdure va avoir un effet économique plus important, y compris à la hausse sur les prix. Et les derniers chiffres d'inflation ne sont pas très bons d'ailleurs, et concernent surtout d'ailleurs des catégories de prix qui ne sont pas spécifiquement... Lesquelles ?
beaucoup de services, les prix de la santé, c'est des choses qui ne sont pas directement liées en fait à la politique tarifaire de Trump. Donc certes, cet effet tarifaire a un impact qui est peut-être un peu plus mesuré qu'on pouvait le craindre, en tout cas en première lecture. On verra s'il c'est peut-être tout simplement pas encore visible, hein, ça peut simplement prendre plus de temps. Mais en parallèle de ça, on a un certain nombre de services principalement dont les prix continuent d'augmenter assez vite. Et c'est une problématique qui est beaucoup plus difficile à appréhender pour la Réserve fédérale. Et ce, malgré le fait que beaucoup de consommateurs ont arbitré tout ce qui n'était pas du ressort de la consommation discrétionnaire. Hein, on le voit dans la fréquentation des restaurants, dans la fréquentation des services liés aux vacances, tous les loisirs, etc. Et les services qui restent en très forte demande sont la santé, etc. Et d'ailleurs, c'est un des motifs en parallèle de la non-amélioration du déficit public, parce que quand on regarde les transferts, notamment médicaux, qui sont faits, et puis les transferts en ménage en général, c'est ça qui continue de maintenir des déficits élevés. Donc en fait, le discours de Powell, c'est très focalisé sur cet effet tarifaire pour essayer de minorer l'impact inflationniste à court terme et prendre le pli de la situation de l'emploi, ce qui est assez naturel. On voit bien que les chiffres qui étaient publiés jusqu'à présent ne cadraient pas bien avec le discours des boîtes, qu'on peut voir au travers des commentaires dans les enquêtes ISM et autres. Et on le voit encore, celle d'aujourd'hui avec l'ISM des services, la composante emploi reste extrêmement faible. Donc on a bien un marché de l'emploi qui est à l'arrêt. Est-ce que la baisse des taux est susceptible de changer ça? C'est pas sûr du tout, parce que les conditions financières par ailleurs sont très accommodantes. Mais bon, ils ont, je pense, un petit peu dû infléchir sous la pression de Trump le discours. Et ça peut être dramatique dans les prochains mois. On verra. L'enquête ADP aujourd'hui, elle montre que finalement moins d'emplois créés que prévu. Hein. En août, 54 000 contre 73 000 attendus. On a ce chiffre, je dis de mémoire, de 100 000 créations d'emplois. C'est ce qu'il faudrait pour l'économie américaine pour avoir un rythme de croisière supportable, on va dire. C'est-à-dire que la moitié de ça, c'est pas terrible. Non, je vais paraphraser un peu ce qu'on vient de dire. Le marché du travail est clairement à l'arrêt aux États-Unis. Les créations d'emplois, elles sont beaucoup plus faibles que ce qu'on pouvait voir il y a 6-9 mois. Je pense qu'on a quand même malgré tout un effet des droits de douane sur l'économie. Hein, quelque part, on voit que les dépenses de consommation ont quand même ralenti sur 2025 par rapport à la tendance assez forte de 2023 et 2024. Et effectivement, le rythme de création d'emplois, maintenant, il n'est plus forcément suffisant pour empêcher une hausse du taux de chômage. Quoi. Donc là, on a plutôt... Mais on est très bas sur le chômage aux États-Unis. On est à 4,2, donc à 4,24 même. Enfin, on peut aller chercher plus loin derrière la virgule. Mais je dirais pas, on est assez bas historiquement. On n'est pas vraiment sur les plus bas non plus. Les plus bas, c'est à peu près un point en dessous, à peu près un point de pourcentage en dessous. Mais bon, voilà, il n'y a rien de catastrophique sur le marché du travail américain, très clairement. D'accord. Et en même temps, s'il y avait des pressions, si ça continue à créer beaucoup d'emplois, on aurait peut-être des tensions aussi inflationnistes, une spirale prix-salaire. Là, on est loin. Là, c'est là-dessus que le discours de Jackson Hole de Jérôme Powell était intéressant, parce que il a bien acté ces révisions des créations d'emplois sur les mois précédents, donc une très faible dynamique de création d'emplois. Mais surtout, ce qu'il a dit à ce moment-là, et qu'il avait, je pense, pas dit avant, c'était que la hausse des prix, la hausse de l'inflation causée par les droits de douane serait un one-off, serait temporaire. C'est la première fois qu'il a dit, c'est notre scénario central, c'est notre base case. Vraiment, je pense que c'est vraiment la première fois qu'il l'a dit. Et notamment, il a dit, les effets seront assez peu permanents, justement parce que le marché du travail est assez peu tendu. Et c'est son nouveau narratif qu'il a déployé à ce moment-là à Jackson Hole, qui va lui permettre de dérouler des baisses de taux sur... Qui va lui permettre d'agir, mais pas forcément... on parlait tout à l'heure de 6 baisses de taux. On se dit si c'est temporaire et si en plus on a un marché de l'emploi qui baisse... Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que quelle sera la composition du FOMC dans un an. Franchement, j'en sais rien. Et je pense que personne ne le sait. Et justement, Trump est très insatisfait finalement du statu quo de la Fed depuis décembre dernier et qu'il a décidé de reprendre en main les choses. Donc le fondamental dont on est en train de parler, c'est-à-dire l'évolution du marché du travail, de l'inflation, c'est important, évidemment. Mais il y a aussi les pressions politiques. Et les pressions politiques, c'est aussi le changement des personnes au sein du board de la Fed. Est-ce que ça vous inquiète, cette dérive, justement, un peu
autoritaire d'un président omnipotent, voilà, qui, on l'a vu, a décidé des tarifs. Bon, ça peut peut-être être remis en question par une Cour suprême, on verra. Mais là aussi, qui décide de s'arroger le pouvoir, finalement, de remettre en question l'indépendance de la Banque centrale. C'est quasiment le dernier pouvoir qu'il n'avait pas encore complètement, en fait. Quand on regarde froidement les choses, il a quasiment acquis à lui une partie, enfin, en tout cas, la Cour suprême est plutôt majoritairement républicaine. Il a le Congrès, et effectivement, il y a la Fed qui lui résistait. D'ailleurs, Jérôme Powell avait un peu cette posture de dernière résistance sur pas mal de sujets. Et donc, il a décidé effectivement d'attaquer la chose. Donc, la nomination de Stéphane Mirren pour quelqu'un qui est parti, dont on ne connaît toujours pas d'ailleurs les conditions ou pourquoi est-ce qu'il est parti. Oui. La pression qu'il a mise sur Lisa Cook pour que, effectivement, ça bascule plutôt côté républicain. Et puis des candidats pour prendre le poste de chair. Donc il y en a 3 visiblement qui ont en tout cas la faveur des pronostics quand on regarde ce que disent les bookmakers américains. Donc les 2 Kevin et David Zarvos qui sont effectivement plutôt avec une vision très républicaine et surtout très proche de la plateforme MAGA pour les 2 Kevin. Et donc oui, certainement une idée de prise de pouvoir aussi de cette entité. Oui, c'est inquiétant parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, une perte d'indépendance d'une banque centrale, ça se passe rarement très bien après. Vous avez l'exemple de la banque centrale allemande après la Première Guerre mondiale, ce qui s'est traduit par une très forte accélération de l'inflation à la fin des années 20. Plus après tout ce qui s'est passé d'un point de vue politique. La même chose côté américain, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui amène aussi à la fin des années 40 une très forte accélération de l'inflation. Plus récemment, pour prendre l'exemple de la Turquie, où là, on connaît les chiffres d'hyperinflation et de difficultés économiques. Oui. Le seul endroit, finalement, où ça a été la connivence, on peut pas parler de perte d'indépendance, mais où la connivence a été économiquement plutôt efficace, c'est les Abenomics, mais avec une situation de départ en termes d'inflation et de taux qui ne sont pas du tout les mêmes que la situation américaine aujourd'hui. Donc oui, ça met de la défiance sur les actifs américains, ça je pense que c'est visible, la pression sur le dollar, les questions des taux longs qui commencent effectivement à monter. Et après, sur l'impact économique à moyen terme, ça pose effectivement beaucoup de questions. Axel Bott, sur cette question de l'indépendance remise en question par Donald Trump de la Fed. Oui, ça va très probablement changer la fonction de réaction de la Fed en mettant une primauté sur la création d'emplois au détriment de l'inflation. Donc on aura une politique assez dangereuse et si on perd la crédibilité du dollar, ça peut avoir des bouleversements beaucoup plus importants sur le plan de l'économie mondiale. Ça va accélérer le mouvement de dédollarisation qu'on commence déjà à observer. Anecdotiquement, peut-être, mais quand on voit que le Kenya swap sa dette en dollars, en yuan, c'est quand même un changement assez important sur quelle peut être la monnaie dominante dans les années à venir. Ce changement est c'est vrai, c'est un des signaux faibles, mais en même temps, on voit le billet vert qui flanche contre toutes les autres devises. Exactement. Après, c'était aussi Bastien Drut, ce qui avait annoncé Donald Trump. Il voulait que le billet vert baisse. Bon, il a réussi là aussi son coup. Moi, j'ai jamais compris ce qu'il voulait sur le dollar. Non, mais effectivement, ce dont tu as besoin l'économie américaine pour résorber le déficit commercial, c'est d'un dollar plus faible, quoi. C'est très clairement, c'est de ça dont ils ont besoin. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qu'ils cherchent. En termes d'appréciation ou de dépréciation du dollar, c'est pas clair, très franchement. Mais ce qu'on peut voir, c'est effectivement ce mouvement de dédollarisation qui est là, avec un certain nombre de signaux faibles. Donc on parle du Kenya, et je suis complètement d'accord que ce genre de signaux est tout à fait intéressant et pertinent. En revanche, changement de monnaie dominante, à court terme, je ne pense pas, et même à moyen terme, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de candidat sérieux pour remplacer le dollar. L'euro, c'est trop petit, la zone euro, c'est trop petit. Le yuan, c'est pas assez libre, c'est pas assez. La cotation de marché n'est pas assez forte, c'est pas assez facile pour les entreprises occidentales d'emprunter en yuan. Donc voilà, dédollarisation, c'est clair, mais du jour au lendemain que le dollar perd son statut de monnaie dominante, ça, c'est je pense, pas probable, quoi. Très bien. Justement, on reste un petit peu sur les taux, mais on va repasser du côté français, ce qui nous occupe en ce moment, avec cette annonce choc, ce coup de poker. Certains parlent d'une roulette russe avec un barillet rempli à 6 balles. Mais en tout cas, voilà ce qui a été décidé par François Bayrou. On attend évidemment, là je parlais tout à l'heure du même chiffre que pour Jérôme Powell, peut-être à plus de 90% la chute du gouvernement Bayrou. Est-ce que ça se traduit sur les taux ? On a vu qu'il y avait
quand même une certaine effervescence. Les actions, en tout cas, avaient été à la peine la semaine dernière, avec une baisse de 3,5%. Alors, est-ce que les investisseurs veulent encore de la dette ? Il y a eu une adjudication ce matin et on voit que l'Agence France Trésor a publié les chiffres. Il y avait une adjudication de 7,3 milliards d'euros à 10 ans qui a été sursouscrite puisqu'on est à 15,8 milliards demandés. Alors, c'est pas mal, c'est moins qu'en août. Mais c'est quand même pas mal. Et puis, il y en avait une autre, 1,8 milliard d'euros à 30 ans. Voilà ce qui était proposé aux investisseurs. Et là aussi, ça a été sursouscrit près de 3 fois, 2,66 fois également. Axel Bott, est-ce qu'on est inquiet sur notre dette avec un pays de l'extérieur ingouvernable, même quand on est à l'intérieur, c'est compliqué, des réformes qui ne se font pas, un passager clandestin pour certains dans l'Europe qui a profité justement du bouclier de la zone euro, mais une économie quand même qui est à 3 000 milliards, même si la dette est un petit peu plus importante, et à qui on fait quand même confiance si on envoie ces derniers chiffres. Effectivement, on fait encore confiance à la capacité de la France à s'endetter. L'accès marché est primordial. Aujourd'hui, on a souvent cette discussion sur le niveau des taux. À ce niveau de dette, c'est pas tellement le niveau des taux qui est important, mais plutôt de maintenir l'accès marché, sa base d'investisseurs. Parce que vous êtes avec une dette aussi importante, 115 points de PIB, 3 300 milliards, même avec un déficit nul, vous venez régulièrement sur les marchés, ne serait-ce que pour rouler l'existant. Une dette qu'on doit rouler, et on en a pour encore plus de 300 milliards l'an prochain. Oui, c'est ça. C'est à peu près le programme d'émission à peu près de cet ordre-là. Donc la bonne fluidité des marchés, c'est quelque chose qui est primordial à ce stade. Est-ce qu'on est inquiet sur la capacité de la France à faire de la consolidation budgétaire ? Évidemment. Enfin, je pense que le rating est inéluctablement sur une tendance de dégradation et probablement on a Fitch. Alors, on aura le bénéfice du doute, je pense, le 12 septembre, mais ensuite il y a Moody's, je pense en octobre, et puis S&P en novembre, qui ont respectivement, je pense, l'intention d'abaisser soit les perspectives, soit d'abaisser la note française. Qu'est-ce qui se passe quand on abaisse la note ? Mécaniquement, ça va coûter plus cher ? En général, ça coûte un peu plus cher, mais les marchés traitent déjà l'OAT comme une notation simple A. Donc, le jour de le coup près, quelque part, n'a pas forcément une incidence aussi forte qu'on peut le craindre. Aujourd'hui, on a des spreads qui sont significatifs, de l'ordre de 80 points de base à 10 ans, sur un boom qui, en plus, s'est tendu. Et quand on se compare au swap, c'est même encore un petit peu plus. Et c'est encore pire sur le long, où on a des taux à 30 ans qu'on n'a pas vus depuis 2011, autour de 4,5%. Donc, là aussi, les 3 fois sursouscrits, ça se fait aussi dans un contexte où les taux longs sont très largement tendus. Donc, c'est une bonne nouvelle, puisque la dynamique de stress financier, c'est toujours ça. Vous avez, à un moment, la hausse des taux finit par décourager les créanciers qui s'en détournent en se disant que là, on tombe dans une autre logique de spirale délétère. Mais on n'est pas encore à ce point-là si on croit qu'on a réussi, si on voit qu'on a réussi. Pour l'instant, ça tient. On nous fait encore confiance. Adrien Dumas, c'est parce qu'on sait qu'on a la capacité de lever de l'impôt facilement, finalement, au pire, s'il manque un peu d'argent. Oui, je pense qu'à ce stade, il n'y a pas encore de doute sur la soutenabilité de la dette française. C'est exactement ça. Et on connaît aussi tout l'arsenal qui a été déployé au sein de la BCE pour les quelques questions passées sur des sujets de dette souveraine qui rassurent un investisseur international. Ça, c'est évident. Ça permet aussi quand même d'embarquer des rendements pour des investisseurs qui n'ont pas tué le mark-to-market, qui sont assez intéressants aussi. Et de souvenir, je ne crois pas que les adjudications avant un événement crédit important sont des signaux spécifiques sur la crainte ou pas à court terme du fait qu'il y ait un moment de décrochage ou une grosse question. Donc il faudra continuer à suivre ça de près. Il n'y aura pas de moment listreux, comme on dit, avec cette politique en britannique. Je ne le vois pas encore, mais on ne sait pas où va nous emmener la situation effectivement après le 8. Je crois qu'il y a eu le président de la République est sorti aujourd'hui en disant qu'il visait pas une dissolution et qu'il avait plutôt envie d'essayer de trouver une autre solution. Donc ça, je pense que ça a apporté aussi un peu de calme. Aujourd'hui, on le voit, les actions françaises ont retrouvé un peu alors même si l'effet Sanofi qui compense un petit peu, mais un peu de stabilité. On sent que les échanges politiques ont repris un peu, mais oui, il y a évidemment plein de questions sur la table. Oui, c'est vrai que ça se reprend aujourd'hui du côté du CAC 40, alors qu'on vient de clôturer légèrement dans le rouge. Pourquoi ? Par rapport à nos amis européens, c'est vrai qu'il y a Sanofi qui baisse beaucoup, et puis il y a le luxe aussi, LVMH là, qui baisse avec une mauvaise notation du côté de Jefferies. Sur les taux, Bastien Dreux, c'est vrai, sur les taux français, pas d'inquiétude. Alors économiquement, politiquement, c'est vrai que
c'est un peu embêtant, on l'a mesuré sur le terrain avec les chefs d'entreprise la semaine dernière qui s'étaient réunis au MEDEF. Eux, ils sont inquiets. Pour les marchés, ça a l'air un petit peu moins grave finalement au marché qui regarde au côté international. Mais, comme le disait Axel juste avant, le fait que ces émissions soient bien passées dans un contexte de taux qui ont grimpé quand même sur la dernière semaine, ça c'est une très bonne nouvelle. Et j'ajouterais que c'est une très bonne nouvelle dans le contexte fondamental de marché obligataire européen actuel, parce que la BCE est en plein quantitative tightening, il n'y a plus beaucoup de gens qui en parlent, mais la BCE remet des quantités d'obligations souveraines très importantes sur le marché. Et là, j'avais fait C'est-à-dire c'est l'inverse, c'est ce qu'on précise, le tightening, c'est l'inverse d'avant où elle achetait, elle était finalement acheteur en dernier ressort, là elle les remet, c'est-à-dire elle en rachète plus. C'est-à-dire qu'elle ne roule pas ses détentions. Quand les titres arrivent à maturité, elle ne rachète pas des obligations souveraines et c'est le marché entre guillemets privé ou le marché hors eurosystème qui est obligé d'acheter, qui achète ces obligations. C'est plutôt une bonne nouvelle. On se dit que le marché, ça y est, fin de la politique à taux zéro. Finalement, la BCE n'est plus en soutien. Elle permet aussi, s'il y a une nouvelle crise, de retrouver un peu de latitude. Sur ce plan-là, tout à fait. La BCE se recrée des marges de manœuvre pour un éventuel futur quantitative easing. Ça, c'est très clair. Mais ce que je voulais dire juste précédemment, c'est que le contexte actuel, c'est qu'on a des États qui émettent de la dette pour financer les déficits, mais en plus de ça, les marchés doivent absorber ce que la BCE remet sur le marché. D'accord. Et quand on regarde ce que représente cette quantité-là sur les 12 derniers mois, on a quelque chose pour les obligations de long terme de l'ordre de 1 000 milliards d'euros, ce qui fait un peu plus de 6% du PIB. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis le début des années 90. Donc, on a vraiment une phase de test pour les marchés obligataires européens. Est-ce que le marché est capable d'absorber d'aussi grandes quantités d'obligations ? Et la réponse, pour l'instant, est oui. Et d'ailleurs, dans ce contexte qui est difficile pour les obligations européennes, la France arrive malgré tout, à effectuer des émissions de façon tout à fait correcte, voire bonne. Ah oui. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Certains disent après que, on est un grand pays quand même, on fait partie du G7. Du G7, et puis les leaders de la construction européenne. Donc, on va quand même réussir à un moment à être intelligent, à s'en sortir. Et donc, finalement, une dette aujourd'hui à 30 ans, c'est quand même pas mal. À 4%, un petit peu plus, ça peut être intéressant. Axel, justement, Axel Bott, là, on passe sur la microéconomie avec cette déception aujourd'hui sur Sanofi, voilà, un des géants de Big Pharma. Non, ça ne va pas m'inspirer des marques. Qui va en parler? Adrien Dumas, vous avez suivi un petit peu cette affaire? Oui, un petit peu. On le sait tous, Sanofi, c'est un des laboratoires en Europe qui patine énormément en termes d'innovation. Donc, ils avaient raté pas mal de vagues. Je vous rappelle quand même qu'il y a 10 ans, c'était le grand leader des traitements du diabète et qu'entre-temps, il y a un leader danois qui a pris le leadership et qui a sorti quasiment complètement Sanofi de ce marché, enfin en tout cas de l'insuline. Oui, on attend des nouveaux relais de croissance importants pour Sanofi qui consacre quand même beaucoup de son cash flow à de la R&D et à de l'innovation. Et malheureusement, effectivement, les derniers résultats sont plutôt à chaque fois un peu décevants. Donc là, spécifiquement, effectivement, sur les sujets d'eczéma, on attendait grosso modo 3 milliards de chiffre d'affaires de potentiel pour ce produit à horizon 2026-2027. C'est quasiment 8-10% du chiffre d'affaires potentiel de Sanofi. Donc c'est un méga blockbuster, comme on dit. Les blockbusters, c'est important. Et je pense ça finit de lasser les investisseurs qui attendent que Sanofi arrive enfin à montrer sa capacité à innover et à se différencier en termes de R&D. Et pour l'instant, effectivement, les résultats sont décevants. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un titre, c'est vrai, un peu fond de portefeuille, défensif. Donc, quand il se passe des choses, en général, on se réfugie sur la santé. Mais c'est vrai que c'est assez décevant. Le cours boursier, là, il évolue pas depuis des années et des années. C'est un secteur qui est quand même beaucoup sous pression depuis 1 an et demi, notamment côté américain. Je rappelle que le marché américain prend quasiment 80% des profits de l'industrie pharmaceutique et on a à la tête une administration qui cherche à baisser les prix des médicaments, à revoir le fonctionnement des remboursements et le marché chinois qui lui aussi se structure avec l'objectif de faire des appels d'offres pour essayer de baisser les prix. Donc c'est quand même une industrie qui est quand même beaucoup sous pression depuis 1 an et demi. Charge au labo de montrer leur capacité d'innovation pour maintenir des prix et proposer des classes thérapeutiques qui sont intéressantes et qui adressent des grands sujets. Les piles anti-obésité, les piles anti-obésité ont montré la capacité à répondre à des besoins
Là, dans ces cas-là, il y a des marchés potentiels très importants. Mais Ouais, il faut innover. tout à fait. Bon, on suivra ça effectivement. Alors, on revient non pas sur les valeurs en direct, mais sur l'allocation action. C'est vrai qu'en cette rentrée, avec ces incertitudes, bon, là, tout le temps sur le marché, c'est vrai que c'est difficile de dire, là, on est sûr de quelque chose. Mais c'est vrai qu'on est peut-être tenté d'affaler un peu les voiles, de se dire, tiens, en ce moment, en plus, l'obligataire paye à nouveau. Est-ce qu'il vaut mieux pas réduire les actions, se positionner plus sur les obligations, revoir son mix finalement? Comment vous regardez ça? Vous qui êtes directeur de la stratégie marché chez Ostrom AM, Axel Bott. Oui, effectivement, on a quand même une belle année sur les actions jusqu'à présent. Il y a probablement des profits à prendre. On l'a vu sur les bancaires, par exemple, peut-être au bénéfice de la crise politique en France. Il y a eu des dégagements. Il y a probablement des profits à prendre sur les actions. Sur les taux, on a effectivement les tensions sur les taux sur lesquels on peut se repositionner. On rentre aussi dans une période de statu quo de la BCE avec peut-être encore un pied un peu baissier éventuel. Je pense que la baisse qu'on a longtemps attendue supplémentaire à partir peut-être vers 1,75, peut-être qu'elle sera reportée, peut-être qu'elle n'arrivera pas. Mais on sait qu'on est vers une période de quasi-certitude sur ce que va nous donner le cash pendant quelques temps. Donc ça donne un peu de visibilité sur à la fois la pente de la courbe et des niveaux de rendement qu'on peut marquer qui peuvent être assez élevés. On parlait des 4,5 sur le l'OAT à 30 ans. Évidemment, ça peut être sujet à de la volatilité, mais c'est quand même des niveaux, je ne suis pas sûr qu'à 30 ans, la bourse fasse 4,5 dans les 30 prochaines années. Donc ça devient des arbitrages qui peuvent être intéressants. On aime toujours le crédit. Oui. Le crédit, on le voit, même si les spreads se sont rétrécis un peu au cours de l'été, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas vraiment de catalyseur pour que ça s'écarte beaucoup dans un environnement de croissance pas trop forte, sans trop de fusion-acquisition, sans trop de dégradation des métriques de crédit. Donc, c'est un environnement qui est assez sain pour le marché du crédit. Sur le high yield, on peut être un petit peu plus réservé compte tenu des niveaux de valorisation atteints, même si le haut du panier du high yield offre encore pas loin de 180 points de base par rapport au Bund, donc par rapport à la courbe allemande. Donc, ça reste une prime malgré tout, même si historiquement, elle est plutôt faible. Maintenant, pire encore sur l'équivalent américain, où là, on a vraiment sur des niveaux de spread qui sont sans doute insuffisants. Donc, en ce moment, pas de rebalancing vers soit le crédit, soit le AT. On peut rester sur les actions? Je pense qu'il y a une petite inflexion à faire quand même vers les niveaux de taux pour marquer des taux finalement assez attrayants aujourd'hui. On sait qu'on a peut-être des échéances. On n'a pas parlé du budget britannique, mais ça peut être aussi aux alentours du mois de novembre un catalyseur pour une nouvelle phase de stress sur les taux, mais aussi sur les actions si jamais ça se passe mal. Oui. Donc voilà, il y aura des opportunités sur les taux, c'est sûr. C'est vrai que on se désole un petit peu de notre situation, mais ailleurs, c'est pas beaucoup mieux. C'est compliqué aussi, en tout cas, dans les grandes démocraties. Bastien Drut, sur cette allocation chez CPRM, comment on voit la situation là pour cette fin d'année? Là, on peut parler, on croit au moins en tactique à un peu de rotation sectorielle, parce que l'essentiel du mouvement a été fait cet été sur les actions américaines, sur la tech, en gros, enfin sur les méga caps, quoi, grosso modo. Oui. Le S&P 500 fait un peu plus de 4%, mais les Magnificent Seven font 8%, et le reste du marché fait 2,5%, quoi. Donc on a vraiment un différentiel de performance qui est important. Maintenant, ce qui peut être intéressant dans une phase où justement les taux de la Fed vont baisser, ça peut être aussi intéressant de se repositionner sur le reste du marché, au moins pour un temps. Combien de temps, on ne sait pas, parce que de toute façon, on ne peut pas cracher sur les profits des méga caps qui sont extraordinaires. Donc ça, à court terme, ça fait partie des choses qu'on aime bien faire. Ces profits des méga caps, alors quand on est investisseur européen, c'est quand même tempéré, parce que comme on en parlait en début d'émission, cette baisse du billet vert, si on regarde en euros, la hausse, elle est moins sensible. Oui et non. Sur l'été, l'euro-dollar a fait quasiment rien. Donc c'est vrai qu'on a eu une forte dépréciation du dollar sur les 6 premiers mois de l'année, et sur juillet et août, pas grand-chose en fait.
fait, en réalité, sur l'évolution du dollar. Donc en fait, les méga caps pour des Européens, les méga caps américaines pour des Européens auraient été intéressantes cet été. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que dans la perspective du desserrement monétaire de la Fed, les small caps apportent des performances qui sont tout à fait intéressantes. On l'a déjà vu cet été, le Russell 2000 a fait, une fois n'est pas coutume, mieux que le Nasdaq. Oui. Donc ça, c'est assez spectaculaire. Et on pense qu'il peut y avoir encore un petit peu à jouer là-dessus. Et puis sinon, d'un point de vue géographique, il y a la Chine, quoi. Paradoxalement, et les chiffres sont mauvais. Même, c'est très médiocre en fait la conjoncture chinoise. L'économie chinoise. Ah oui, c'est très médiocre. On voit, là il y a eu 2 mois de suite de contraction des ventes au détail. On n'avait pas vu ça depuis 2022 et les confinements à répétition. Donc là, c'est vraiment dans une mauvaise posture. Il y a la guerre commerciale en plus, mais il y a, qui vient aggraver ça. Mais il y a aussi surtout le marché immobilier, quoi. Enfin, la crise immobilière n'est pas finie, voire ça s'est réaggravé récemment. Et ça a produit des effets richesse qui sont très négatifs pour le consommateur chinois. Juste depuis le pic des prix immobiliers en Chine, les prix ont baissé dans l'ancien de 17%. Enfin, après, chacun a sa façon de calculer les chiffres chinois, mais bon, voilà. Mais on a quand même une baisse. On fait confiance, c'est vrai que c'est compliqué. On a quand même une baisse qui est très significative des prix immobiliers qui pèse et qui va continuer à peser sur le consommateur chinois. Ouais. Et donc, ça induit ce qui s'était passé, je crois, il y a 18 mois, des annonces au compte-gouttes, un peu, pas forcément tous les jours, mais des annonces, des choses que le gouvernement pourrait faire. Donc, on ne sait jamais si ça a été décidé, si ça sera effectué par la suite, etc., s'il tâte le terrain. Mais cette accumulation fait penser que on va vers davantage de stimulus, et je pense que ça, c'est en partie ce qui fait monter le marché chinois, quoi. Donc, ça fait partie des choses qu'on joue. Chinoise aussi qui tire son épingle du jeu. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à DeepSeek, mais en tout cas, il y a eu un regain d'intérêt. Après, ça avait été vraiment très torpillé ces dernières années. Là, on a un retour des flux peut-être un petit peu sur la tech chinoise. Très bien. Chez Mandarin Gestion, comment on voit la suite du programme? Est-ce qu'on a revu son allocation pour cette rentrée 2025? Moi, je partage les propos qui ont été déjà bien explicités. On a effectivement pris un peu de profit sur les actions européennes. Considérant que beaucoup de choses avaient été quand même les catalyseurs qu'on avait identifiés en début d'année, beaucoup d'entre eux en fait se sont matérialisés. Le plan allemand qui a quand même, je pense, redonné un vrai attrait aux actions européennes pour les investisseurs étrangers. L'impression de meilleure stabilité politique en fait en Europe et du coup monétaire que ce qu'on a vu aux États-Unis. Donc il y avait un attrait quand même particulier pour l'Europe. On trouve aujourd'hui que ça a quand même été bien joué. Attention aussi aux valeurs domestiques parce que les petites capitalisations qui ont beaucoup profité de ce moment où on se disait on ne veut surtout pas aller chercher des valeurs exportatrices, il y a la dévaluation du dollar, ça va être compliqué. Alors on a un petit renversement quand même de situation en disant que finalement les valeurs domestiques sont peut-être sous pression si le suivi budgétaire vient vraiment sur la table et pose question sur la dynamique de croissance économique de certains pays. On est très à l'aise sur le crédit, effectivement, avec des rendements embarqués encore à long qui sont très, très appréciables. Vraiment des entreprises qui sont effectivement en bonne santé, donc il n'y a pas de raison effectivement qu'on ait subitement des gros écartements de spread. Sur la partie obligataire, vraiment dynamique et agile, effectivement, parce qu'il y a certainement beaucoup plus de volatilité, donc plutôt des produits qui ont une capacité de couverture et d'adaptation en fonction du contexte. Et puis sur les actions, d'un point de vue géographique, oui, on a beaucoup regardé la Chine. C'est effectivement un marché qui a pris plus de 10% cet été. C'est la meilleure performance, je crois. Oui, avec une participation du retail, ce qui est nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu un there is no alternative sur le marché chinois. C'est-à-dire qu'effectivement, l'immobilier ne rapporte plus, en tout cas ne progresse plus. Oui, et puis on peut dire les Chinois qui étaient très immobiliers jusque-là. Et c'est vrai, culturellement, il faut avoir, je crois, un appartement et une voiture si vous voulez vous marier. Exactement. Donc, culturellement, il fallait avoir de l'immobilier. Il y en a qui avaient beaucoup investi. Là, ils se sont un peu brûlés les ailes. Il y a des montants d'épargne qui sont quand même toujours significatifs. Les réformes sur le système de santé fait que les Chinois ont de plus en plus confiance et la capacité un peu plus à consommer. Et donc, il y a une évolution progressive à la bourse. Alors, en plus, il y a des 401K, l'équivalent de 401K qui sont en train d'être déployés dans les entreprises chinoises pour que les particuliers et les employés investissent dans la bourse. Donc, clairement, on voit des flux. C'était 60% quasiment de participation pendant l'été. Donc, c'est pas neutre. Et effectivement, il y a quelques mesures qui viennent en plus se rajouter à ça. On a beaucoup parlé depuis le début de la semaine des anti-involution. Donc, l'idée d'essayer de réglementer un petit peu ces secteurs où l'intensité concurrentielle est très forte et donc a tendance à mettre sous pression la rentabilité des entreprises pour essayer de discipliner un petit peu ces secteurs sur lesquels il y a eu un peu de surcapacité et donc des performances opérationnelles et financières un peu sous pression. Donc il y a certainement des choses effectivement intéressantes à regarder et effectivement le retour en avant de la tech chinoise
depuis DeepSeek, qui se confirme depuis, c'est-à-dire qu'on continue à être surpris par la capacité d'innovation de tout l'écosystème autour des puces et de la capacité d'intelligence artificielle de la Chine. Donc il y a certainement là un terreau de valeur assez intéressant. Ouais, Et pas dans les pays- d'équivalent à Nvidia encore, mais Non, parce qu'ils ne sont pas dans l'infrastructure, ils sont plutôt dans l'utilisation de l'infrastructure pour ensuite développer des choses. Alors même si Alibaba a annoncé en début de semaine une puce, alors plutôt pour ce qu'on appelle l'inférence, donc faire tourner des modèles d'intelligence artificielle qui seraient assez compétitifs par rapport à ce que les Américains sont capables de produire. Mais ils sont en train effectivement de développer leur propre industrie. Ils y sont prêts, ils sentent bien d'ailleurs l'administration américaine essaye de bloquer l'accès des Chinois aux nouvelles technologies américaines, donc ils sont obligés de réfléchir. Et sur la TQS, on va en parler dans quelques minutes sur Smart Bourse dans le dernier quart d'heure. C'est vrai qu'on a un moment peut-être d'inflexion. On se dit, tiens, il y a eu vraiment des tombereaux de milliards qui ont été investis, notamment par les GAFAM, qui veulent surtout pas être le dernier à investir et à innover. Et pourtant, on a l'impression que c'est en train de faire pchit. Je crois qu'il y a une étude qui est sortie qui montrait que dans 90% des cas, sur des cas réels, ça n'a pas forcément apporté une grande valeur ajoutée. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de bulle là, ou est-ce qu'on n'est pas en train de réfléchir à ça, Axel Bott? On est dans, je pense, dans une bulle où de toute façon la croissance hyperbolique ne peut pas tenir indéfiniment. Pour donner un seul chiffre, les dépenses de structure sur les data centers en 2021, c'était 10 milliards. En ce moment, on est sur un rythme de 40 milliards. Donc ces dépenses-là ont quadruplé. Ça a un petit peu masqué d'ailleurs la faiblesse de l'économie au T1. L'économie américaine, c'est un peu un champ de mine avec quelque chose qui fonctionne à marche forcée, qui est l'investissement lié à l'IA. On le voit dans les commandes de biens technologiques, on le voit dans ces structures de data center qui se développent immanquablement. Peut-être qu'on aura un problème de surcapacité et un gros problème de rentabilité de tous ces investissements qui sont colossaux. Et c'est très consanguin en plus. C'est-à-dire que quand on regarde les revenus d'NVIDIA, c'est pour 40% lié à 5 des 6 autres assets magnifiques. C'est-à-dire que vous avez une sorte de spirale vertueuse, mais qui est une spirale qui peut aller aussi dans l'autre sens si jamais la rentabilité finit par décélérer, ce qui est infiniment probable en fait, c'est surtout si on a des éléments disruptifs comme DeepSeek a pu l'être en début d'année. Donc, quelle va être la rentabilité de tout ce capital investi dans ces secteurs-là? Peut être beaucoup plus faible que ce qu'on croit actuellement et les multiples vont en souffrir immanquablement. Et la danger, on se souvient de DeepSeek, en une journée, on a perdu 1000 milliards, je crois, avec ce creux, même si, c'était un phénomène. assez vite quand même. Bastien Drull, juste sur cette question également. Sur le rapport du MIT, là, c'est le rapport du MIT sur les 95%. Oui. En fait, c'est une étude qui a été faite sur 300 entreprises. Des cas réels, encore. Oui, des cas réels. Et on a regardé finalement dans quelle mesure leur utilisation de l'IA avait permis de dégager des profits ou pas. Et dans 95%, ça n'était pas le cas. Mais ce rapport n'était pas aussi négatif que ça, parce qu'il montrait bien, ce rapport, qu'il y avait une augmentation de la productivité individuelle des personnes qui utilisaient l'IA générative, donc c'était l'IA générative, mais les entreprises ne savaient pas encore comment en tirer profit. Donc en fait, il y a une sorte de grande réflexion à avoir dans les entreprises, peut-être des pédagogies, etc., sur comment faire en sorte que les entreprises tirent profit finalement de ces gains de productivité qui, eux, sont réels, comme le montre cette enquête-là. D'accord. Voilà. Ouais, effectivement. Bon, en tout cas, il y a encore des choses qui sont faites sans IA, par exemple. Se retrouver sur un plateau de télé et discuter. Je garantis aux spectateurs que les gens sont vraiment avec moi, ce ne sont pas des avatars. On remercie nos invités. Bastien Drull, merci. On remonte votre petit bouquin, Les tendances éco en 50 graphiques. C'est très bien, ça se lit facilement. On apprend plein de choses. On attend bien sûr les ouvrages, messieurs, d'Axel Bott et d'Adrien Dumas. Merci en tout cas à vous deux d'avoir participé. Axel Bott, je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie marché chez Ostromaem. Merci de votre participation. Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarin Gestion, et Bastien Drull pour CPR AM. Voilà, merci à vous tous. On continue l'émission. On va reparler dans un instant de la tech US. Quelles sont les tendances pour cette rentrée 2025? À tout de suite.